Il n'y a pas de temps long ou de temps court de l'enquête. Il y a différents moments cruciaux dans une enquête. Cette enquête, longue de 4 ans, a permis de monter un dossier pour le moins conséquent d'un peu plus de 2 millions de pages qui justifie l'ouverture du procès qui se tiendra ce 8 septembre. C'est en partie à l'appui de ce même dossier que les 20 mises en examen seront jugées par la Cour d'assises de Paris spécialement composée. Comme on a pu l'entendre dans l'épisode précédent, les preuves ou indices sont recherchés par 2 entités qui se complètent. 5 magistrats instructeurs et leurs greffiers d'un côté, de l'autre, plusieurs équipes de policiers aux expertises multiples. Ici, dans cet épisode qui conclut la partie sur l'enquête, nous allons expliquer comment les équipes procèdent pour mener à bien cette enquête à charge et à décharge. Partie civile, un podcast Live for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 4, l'enquête. Comment procède-t-on ? Pour entamer cette plongée judiciaire, nous retrouvons à nouveau Stéphane Berthomé, cet ancien officier spécialisé dans l'antiterrorisme qui nous a longuement expliqué pourquoi une enquête peut paraître si longue. Une enquête de ce type-là, de ce calibre-là, de cette importance-là, c'est à la fois un sprint pour les policiers, pour la justice, et à la fois une course de fond. Parce qu'il faut être capable d'être ultra réactif et d'être ultra efficace sur le très court terme, c'est-à-dire collecter de l'information à une vitesse phénoménale, échanger de l'information, utiliser cette information, parce que collecter de l'information c'est bien, mais savoir l'utiliser c'est encore mieux. Et dans un second temps, travailler à long terme, être capable de travailler en parallèle à long terme. Et je vous dirais même que dans certaines enquêtes, c'est une succession de sprints au sein d'une course de fond. C'est-à-dire qu'on sait que l'enquête va durer des années, mais les vagues d'arrestation ou, comme vous le rapportiez très justement, les réactions ou les actions des personnes qui sont impliquées dans les réseaux terroristes font en sorte que parfois il y a une sorte d'accélération par un attentat, par une tentative d'attentat, par un mouvement au sein des réseaux auquel il faut réagir hyper rapidement du point de vue policier et judiciaire. Donc on est vraiment dans une situation où il faut imaginer ça comme une course de fond au cours de laquelle on vous demanderait de faire des sprints de façon aléatoire. C'est vraiment l'image que moi j'en ai gardée et je suis à peu près convaincu que c'est celle qui subsiste aujourd'hui, ce qui rend les choses extrêmement compliquées parce qu'il faut être, comme je vous le disais, réactif, il faut être concentré à très court terme, il faut être concentré sur l'instant présent, il faut être capable d'échanger très rapidement de l'information, ne pas se noyer dans l'échange d'informations, tout en voyant à long terme, tout en essayant d'avoir une vision à long terme du dossier, de ce qui va donner des enjeux qui sont parfois plus longs, comme on l'évoquait tout à l'heure, avec des commissions rogatoires internationales ou des discussions avec des pays en vue d'échanger de l'information ou d'obtenir de l'information dans des conditions qui sont pas toujours faciles parce que certains pays ne veulent pas collaborer. Donc on est dans des situations, on est dans des enquêtes qui ont un très haut degré de complexité à cause de ça. Comme le dit Stéphane Berthomé, il est aussi important de savoir collecter que d'être capable d'utiliser l'information. Mais ce qui prend le plus de temps finalement, c'est peut-être d'analyser des éléments sur l'enquête principale tout en collectant des éléments sur une ou plusieurs enquêtes secondaires. C'est cet enchevêtrement d'enquêtes que l'ancien de la DST va nous aider à comprendre. Comment peut-il y avoir plusieurs enquêtes en une ? Et pourquoi ces différentes enquêtes nous mènent-elles en dehors de nos frontières ? Et il y a des enquêtes qui viennent d'infractions connexes ou qui viennent de faits totalement différents. Imaginons par exemple que la famille d'un suspect qui est interrogé possède illégalement des armes, par exemple. Alors bon, si ces armes ne sont absolument pas reliées à l'acte initial, à l'attentat initial, si c'est un fait qui est complètement déconnecté, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas être poursuivis pour une détention illégale d'armes. Donc, il va y avoir une procédure qui va être diligentée de façon séparée contre ces personnes pour les faits en question. Alors que ce soit ça ou que ce soit autre chose, que ce soit du trafic de faux papiers, que ce soit du financement d'une organisation terroriste qui n'avait rien à voir au départ avec celle qui a participé ou qui a initié ou qui a porté l'attentat visé, il y a toujours la possibilité qu'il y ait effectivement
Et pour les mêmes personnes, des poursuites dans le cadre de l'enquête principale, mais aussi des poursuites en parallèle dans le cadre d'autres enquêtes ou des individus qui soient pas directement concernés par l'enquête principale, mais qui soient visés par d'autres enquêtes, par d'autres dossiers et par d'autres poursuites. Comme on a affaire depuis maintenant des décennies et des décennies à des réseaux terroristes qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent avec des individus qui parfois sont passés d'une structure à l'autre ou qui ont participé à différents attentats dans différents pays, il est très courant de voir que ces personnes-là peuvent être mises en cause dans plusieurs dossiers différents, effectivement. On comprend ici que même si l'enquête concerne des actes de terrorisme commis sur notre territoire, il faut parfois, pour nourrir le dossier, collaborer avec des équipes internationales qui travaillent sur des affaires connexes. Cette collaboration entre pays demande bien sûr d'échanger des informations et de se déplacer sur d'autres territoires, et ce sont tous ces actes judiciaires qui demandent du temps. Ceci dit, ce qu'on peut appeler le temps long de l'enquête s'explique également par le devoir inscrit dans notre système judiciaire d'instruire à charge et à décharge. C'est l'officier de police Rachid Azizi qui nous aide à y voir plus clair. Quels sont les outils du juge d'instruction pour permettre aux mises en examen de constituer leur défense? Mais vous avez également aussi de la part des parties qui vont participer à ce que ça puisse être long, qui vont faire ce qu'on appelle des demandes d'actes. C'est-à-dire demander à ce qu'il y ait une expertise. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avancez, monsieur le juge d'instruction, je demande à ce qu'il y ait une contre-expertise. Alors le juge, il donne suite ou pas. Mais en tout cas, voilà, ce sont des éléments qui peuvent effectivement être chronophages et en tout cas retarder le déroulement de la procédure de façon normale. Mais c'est aussi, ça s'inscrit dans le cadre de ce que je vous expliquais tout à l'heure, le principe du contradictoire qui permet aux gens de dire, les gens aussi ont besoin de se défendre et ont besoin d'avoir connaissance et peuvent avancer un certain nombre de demandes d'actes que le juge donne suite ou pas. Il y a des gens à qui le juge n'a pas forcément donné une suite à leur demande d'acte et qui saisissent une juridiction d'appel au sein de la cour d'appel qui s'appelle la chambre de l'instruction. Et donc ça retarde d'autant puisqu'il faut qu'il y ait une réunion de cette chambre d'instruction qui va étudier finalement cette demande d'acte, si elle est valable ou pas. Le respect du principe du contradictoire dont nous parle Rachid Azizi est garanti par de multiples recours tels que la saisie d'une juridiction d'appel pour affirmer ou infirmer la décision du magistrat instructeur. Donc on comprend pourquoi le temps de l'instruction peut être aussi affecté par ces recours, mais on comprend que c'est pour assurer une enquête à charge et à décharge nécessaire au bon déroulement de la justice. Une fois tous ces actes judiciaires accomplis, toutes ces pistes étudiées et toutes les informations rassemblées, quand, finalement, estime-t-on que l'enquête est terminée ? On estime que l'enquête est terminée une fois que le juge a établi ce que l'on appelle une ordonnance de renvoi. C'est lorsqu'il y a fin de l'information judiciaire. C'est-à-dire que dès lors que toutes les investigations ont été faites, que toutes les demandes d'actes ont été suivies ou pas, une fois que le juge d'instruction a décidé la fin de l'information, le mis en examen peut être renvoyé devant la juridiction de jugement s'il considère que celui-ci a commis l'infraction en question. Comme je vous le disais, l'ordonnance de clôture est une décision qui est prise par le juge d'instruction et qui a pour effet, voire même pour objet, d'une part, de clore la période de mise en état de l'affaire. Donc en fait, il faut mettre en état le dossier d'instruction et d'autre part, de renvoyer le dossier devant le juge de fond, c'est-à-dire devant la juridiction de jugement. Voyez-vous, on clôt le dossier, on le présente aux parties, à charge à elles de faire leur retour, et notamment le parquet, et une fois qu'il est mis en état, il est transmis avec une ordonnance, qui peut être par exemple une ordonnance de non-lieu, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une infraction, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé les auteurs, on n'a pas pu rattacher ces faits-là à une personne en particulier, et donc il n'y a pas lieu de condamner, de rentrer en condamnation avec cette personne qui nous a été désignée, qui a par exemple pu être mise en examen. Vous avez ensuite une ordonnance d'irresponsabilité qui peut exister aussi. D'irresponsabilité pénale, c'est l'exemple des personnes qui font l'objet d'un trouble mental, par exemple. Vous avez eu un exemple dernièrement dans une affaire de droit commun, mais une personne qui a eu une altération peut rentrer dans le cadre d'une irresponsabilité pénale. Vous avez enfin une ordonnance de renvoi, c'est la classique, c'est-à-dire que voilà, nous avons les éléments, nous renvoyons à la juridiction de jugement pour que la personne soit jugée. Et puis, lorsqu'il s'agit d'un crime, et l'exemple du terrorisme en est un exemple clair, c'est une ordonnance de ce qu'on appelle une mise en accusation. Et d'ailleurs, la chambre de l'instruction dont je vous parlais tout à l'heure, par laquelle passait le dossier dans le temps et qui passe toujours par la chambre de l'instruction, s'appelait à l'époque la chambre d'accusation.
Et vous voyez, la sémantique a changé parce qu'il y avait une sorte de désignation du coupable et ça allait à l'encontre du principe de ce qu'une justice doit être rendue dans la sérénité et non pas accusatoire. Donc il fallait respecter le principe de la présomption d'innocence. La fin de l'instruction a permis d'identifier 33 personnes. Le 16 mars 2020, le juge d'instruction Jean-Marc Herbeau délivre une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises spécialement composée. On y retrouve 20 personnes. 14 mises en examen seront présents, 11 sont actuellement en prison en France ou en Belgique, et 3 sont sous contrôle judiciaire. À l'ouverture du procès le 8 septembre 2021, il en manquera 6, tous sous mandat d'arrêt. L'un purge une peine de prison en Turquie, qui ne veut pas pour l'instant le remettre à la France. 4 sont présumés morts, et le 6e est dans la nature. Ils seront donc jugés par contumace et, si jamais ils venaient à réapparaître, passeront par la case prison si telle était leur peine. Vous allez me dire, ok, mais on a identifié 33 personnes. Où sont passés les 13 individus manquants? Eh bien, ils sont tous morts. Dans l'épisode qui suit, nous verrons comment ce procès dit hors norme va se dérouler, comment il sera accueilli au sein de l'ancien tribunal de justice de Paris, mais surtout, comment on se constitue partie civile. Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015, rescapés et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris, écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation de Stéphane Berthomet et Rachid Azizi. Interview menée par Cécile Bobil et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobil. Production déléguée, Léa Bobil. Chargée de production, Cécile Bobil. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.